En ce moment, Drapati allume 2 chaudrons simultanément sur le front. Les correspondants de guerre russes font leurs adieux à leurs rêves de grande conquête. La stratégie de la victoire a commencé à se concrétiser. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive. Près de Kharkiv, les Russes perdent des soldats par paquets. Le matériel coûteux est réduit en miettes. Des frappes douloureuses atteignent les endroits les mieux protégés de l'ennemi. On n'avait jamais vu ça auparavant. Liquidation d'un commandant près de Lyman. Un FPV ukrainien a percé le blindage russe. Même l'élite de Poutine est impuissante. Parallèlement, la guerre atteint un niveau totalement nouveau. Premier assaut aérien des forces armées ukrainiennes avec la participation de robots. Drapati mène l'Ukraine vers la victoire. Tout cela dans la suite. Ne manquez pas ça! Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Darina Gutsko et voici les dernières actualités. En Russie, on évoque le scénario le plus effrayant. Mikhailo Drapati et les forces armées ukrainiennes se préparent à enfermer l'armée de Poutine dans 2 chaudrons de front à la fois. Le propagandiste militaire russe et blogueur Z, Maxime Kalachnikov, a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. Il prépare l'isolement de la Crimée en tant que base de notre groupement du Dniepr, qui opère dans le sud-ouest. En cas de succès de leur part, la menace de création de 2 chaudrons apparaît. La Crimée elle-même se transforme en chaudron et l'approvisionnement du groupement du sud du Dniepr est coupé. Le 2e chaudron, selon le russe, se situe dans le cours inférieur du Dniepr. La Russie risque de se retrouver piégée sans possibilité de manœuvrer et avec d'énormes problèmes pour son groupement dans le sud. Et il s'avère qu'après la nomination de Drapati, avec sa réputation de commandant compétent, bon sang, comme on aimerait que de telles personnes soient de notre côté. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le blogueur russe pro-guerre a en fait reconnu qu'il était un commandant fort et a exprimé son regret que de tels militaires ukrainiens ne soient pas du côté de la Russie. Il aurait fallu envoyer les troupes en 14. Il y avait une chance qu'ils passent de notre côté s'ils avaient vu de la détermination à ce moment-là. Mais c'est déjà trop tard. Qui plus est, si les Russes sont noyés dans la peur rien qu'à l'idée d'avoir en face d'eux une armée dirigée par le général de la victoire, alors la récente déclaration de Mikhailo Drapati lui-même les rapprochera définitivement d'une décision de capitulation. Le plan de victoire de l'Ukraine est adopté. La main de fer du chef militaire ukrainien s'attelle à sa mise en œuvre. La première priorité, c'est l'arrêt de la progression de l'ennemi. Et c'est la condition de nos futures actions complexes concernant la poursuite ou la fin de la guerre. Derrière tous les processus, tout l'armement et toutes les ressources, il y a l'humain. Le bénéficiaire final de toutes les décisions de gestion, c'est le soldat. Les premiers résultats de la tactique de Drapati sont déjà visibles. Les forces armées ukrainiennes sont passées à l'offensive en direction de Kupiansk. C'est ce qu'écrit l'Institut pour l'étude de la guerre en citant la déclaration du porte-parole du 2e corps de la garde nationale ukrainienne, Volodymyr Detiarov. Les forces ukrainiennes tentent de repousser les troupes russes de la frontière internationale et de maintenir un contrôle total par le feu sur Kupiansk et sur les points de contrôle mondiaux que les troupes russes utilisent pour transférer des forces vers Kupiansk. Selon les analystes, des combats ont lieu à Kupiansk, dans le centre et le nord de la ville, où les Russes se sont retranchés. Pendant ce temps, les troupes ukrainiennes les contre-attaquent depuis les environs. Parallèlement, dans la banlieue, à Kupiansk-Vuzlovi, une bataille fait rage pour le pont sur la rivière Oskil. Les occupants se sont retrouvés dans un véritable hachoir à viande sur le front, perdant leur position, leurs effectifs et du matériel coûteux. Par conséquent, les forces de défense ont détruit un canon automoteur sur roue unique, le 2S5 Gyatsant S. Il ne s'agit que du 2e cas confirmé de perte d'un tel système par les occupants depuis le début de la guerre à grande échelle. La guerre passe définitivement à une ère technologique. Près de Lyman, ce que les Russes craignaient le plus s'est produit. Les correspondants de guerre russes, Z. Voenkori, déclarent « Un drone FPV ukrainien a frappé directement un véhicule blindé Tiger, à bord duquel se trouvait le commandement de la 144e division de la Fédération de Russie. Selon leurs informations, le drone a rattrapé le véhicule blindé alors qu'il était en mouvement. De plus, les Russes eux-mêmes affirment que le général de division Dmitri Mikhailov, surnommé Kourgan, se trouvait à bord du véhicule. En état d'ébriété avancée, il a exprimé son mécontentement de la manière la plus grossière possible à son adjoint chargé de la logistique, en raison du mauvais approvisionnement des positions avancées en tout le nécessaire. En réponse, l'adjoint a expliqué qu'il était impossible de livrer les quantités nécessaires car les drones ennemis volent partout, et ce, par groupe de plusieurs à la fois. En réponse, le général Mikhailov, en criant « Vous me mentez tous !» Il n'y a aucun FPV ennemi là-bas, a-t-il décidé, avant de partir avec l'officier logistique à bord d'un véhicule blindé Tigre vers Terny
pour prouver personnellement qu'il avait raison. Comme l'écrivent les Russes eux-mêmes, la fin a été douloureuse pour les occupants. Le commandant adjoint est resté dans le Tiger calciné. Quant au général Mikhailov lui-même, malgré tout, ils ont réussi à l'extraire. La partie ukrainienne n'a pas encore commenté l'épique liquidation du commandement russe. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls succès des forces armées ukrainiennes. Les militaires ukrainiens ont mené le premier assaut aérien impliquant des robots, qui ont été acheminés sur le champ de bataille par des drones. Sur la capture d'écran des images prises sur les lieux, on voit un quadricoptère transporter un drone terrestre sur un secteur non précisé du front. Par ailleurs, l'enregistrement a probablement été réalisé par la caméra d'un drone russe, ce qui explique l'inscription visible des deux côtés de l'image. Les médias ont rapporté qu'il s'agit d'un NRK Ark-1, auquel une mine a été fixée avant d'être envoyée pour miner les positions des forces armées russes. Eh bien, les armes repoussent littéralement toutes les limites. La seule limite pour elles pourrait être l'imagination des opérateurs. Les technologies permettent d'accomplir davantage de tâches sans risque pour les militaires et pourraient réduire la présence humaine sur le champ de bataille de près de 30%. La prochaine étape de la guerre est arrivée. Un assaut aérien mené par des robots transportés par des drones. L'Ukraine a ouvert une série de nouvelles possibilités où des systèmes sans équipage s'associent pour accomplir des tâches qui étaient auparavant impossibles. C'est ce qu'indique le rapport. L'opération a montré que l'objectif principal est de préserver la vie des militaires et de forcer la Fédération de Russie à combattre non seulement contre des drones dans le ciel, mais aussi contre des robots au sol. C'est précisément ce principe que suit le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Drapati met déjà activement en œuvre les principes mêmes qu'il avait annoncés. Supériorité technologique, solutions asymétriques et encore plus de capacités pour détruire l'ennemi. Ces premières décisions donnent une importance particulière à ces paroles. Comme le rapporte Ukrainska Pravda, le commandant en chef a annoncé la suspension temporaire du renforcement en personnel des régiments d'assaut. L'Ukraine fait un pas vers une nouvelle étape de la guerre où la technologie prend le dessus. Les premières décisions de Drapati changent déjà l'état d'esprit au sein de l'armée. Il mènera l'Ukraine à la victoire. Une publication occidentale a révélé ce que les militaires pensent de Drapati. Les journalistes se sont entretenus avec des militaires sur différents fronts et beaucoup qualifient Drapati de meilleur choix possible pour ce poste. C'est un opérateur de systèmes robotiques terrestres qui s'est exprimé avec le plus d'émotion au sujet du nouveau commandant. Selon lui, le général Syrski restera à jamais dans l'histoire comme le commandant qui a stoppé l'offensive russe au moment le plus critique de la guerre. Et de la part de Drapati, les militaires attendent encore plus. Le général Drapati entrera dans l'histoire comme le général qui a remporté la victoire sur la Russie. Les militaires qui ont servi sous son commandement parlent non seulement de professionnalisme mais aussi de confiance. L'ancien commandant d'une compagnie de drones d'attaque, surnommé Fizruk, se souvient que Drapati a personnellement dirigé la stabilisation de la situation à Vovchansk et a toujours tenu ses promesses. Lui, Drapati, sait écouter et tient parole, même lorsqu'il s'agit de petites promesses. Selon d'autres interlocuteurs de la publication, la nomination de Drapati a déjà considérablement renforcé la confiance des militaires envers le commandement. Les combattants soulignent son approche moderne de la guerre, son soutien au développement des technologies de drones et sa volonté d'écouter les commandants directement depuis le front. Certains militaires notent également que, sur certains fronts, les premiers résultats positifs sont déjà visibles suite au changement de personnel. Bien qu'ils soulignent qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Parallèlement, au sein de l'armée, on ne cache pas que l'on aurait souhaité voir aux côtés de Drapati l'ancien ministre de la Défense Mikhailo Fedorov. Selon de nombreux combattants, c'est précisément ce tandem qui pourrait devenir le moteur des changements à venir. Fedorov-Drapati, on ne nous vaincra pas. 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 Si Fedorov revient, ce sera mieux, car sous son mandat, nous avons vu de nombreux changements efficaces au sein de l'armée. Drapati et Fedorov donneront de la force aux forces armées ukrainiennes et redonneront foi aux Ukrainiens. Pendant ce temps, la réaction à la nomination de Mikhailo Drapati s'est avérée retentissante, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Selon l'homme politique et militant ukrainien Oleh Rybatchuk, le Kremlin ne s'attendait clairement pas à un tel développement des événements. Rybatchuk a déclaré que les dirigeants russes espéraient qu'après les changements de personnel, le système de commandement militaire ukrainien s'affaiblirait et que le chaos s'installerait à l'intérieur du pays. Mais selon lui, c'est exactement le contraire qui s'est produit.
Les Russes là-bas célébraient ouvertement, ils ont picolé pendant plusieurs jours, pensant que c'était fini. Vous évoquez la démission de Fedorov ? Oui, la démission de Fedorov et ce qui se passe avec Syrski, là, soi-disant, on va régler ça, que maintenant, tout va s'effondrer pour eux et qu'ils ne sortiront pas de ce trou. Et maintenant, je vois que la nomination de Drapati a tout simplement plongé les Russes dans une stupeur totale. Ils commencent à dire d'une seule voix que ce sont maintenant ces généraux qui sont arrivés, ceux qui ont commencé. Là, ils montrent le même chiffre. Celui qui écrasait avec un char, là, les barricades à Mariupol. En revanche, la nomination de Drapati a été une surprise désagréable pour Moscou. Le nouveau commandant en chef incarne une génération de commandants de combat qui s'est formée pendant la guerre moderne et non dans l'école militaire soviétique. C'est précisément pour cette raison, a noté Rybachuk à l'antenne, que les propagandistes russes ont perçu l'arrivée de Drapati à la tête des forces armées ukrainiennes comme une menace sérieuse. Selon son évaluation, le Kremlin comptait sur un affaiblissement de l'armée ukrainienne, mais il a hérité d'un commandant en qui les militaires ont confiance et auquel ils associent leurs espoirs de renforcement futur de l'armée ukrainienne. C'est précisément pour cette raison, estime Rybachuk, que Moscou réagit si douloureusement à cette nomination. Et ce n'est pas pour rien qu'ils craignent tant Drapati, car l'armée russe a subi un nouveau coup douloureux sur le front. Dans la direction de Dobropilia, après une longue pause, les occupants ont lancé 2 grandes colonnes de véhicules blindés à l'assaut. Selon les données du régiment Azov, l'attaque a été complètement déjouée. Les Russes ont perdu 13 unités de véhicules blindés, 2 systèmes de lance-roquettes multiples, 47 unités de véhicules légers et 123 soldats tués. La défaite est déjà reconnue par les Z-blogueurs militaires russes qui ont vivement critiqué leur propre commandement. Aux 5e année de guerre, les généraux se sont à nouveau lancés dans une percée blindée selon les préceptes des anciens. Le résultat s'est avéré prévisible. Le nouveau tandem Drapati et Magyar met un point final à la guerre. Là-bas, il y a Drapati et Magyar. Chez nous, il y a Gerasimov. En Russie, on a admis, l'Ukraine gagne la guerre des ressources humaines. Une déclaration retentissante a été faite par le célèbre Z-patriote russe Lev Verchinin. Il a en fait admis, alors qu'en Ukraine, les militaires les plus efficaces sont nommés à des postes de direction, en Russie, les commandants talentueux sont écartés, emprisonnés ou meurent tout simplement dans des circonstances mystérieuses. Il a particulièrement attiré l'attention sur la nomination du commandant des forces de système sans pilote, Robert Magyar Brovdi, et du nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhailo Drapati. Là-bas, le général Drapati, féroce et aguerri, est commandant en chef. Il y a aussi Magyar, expert en drone. Ici, il n'y a que Gerasimov. Le blogueur russe a également souligné qu'en Ukraine, des personnes ayant acquis leur autorité directement sur le champ de bataille accèdent à des postes élevés. En revanche, selon lui, la situation en Russie est tout le contraire. Les commandants directement impliqués dans la guerre ont été écartés, tandis que le chef d'état-major Valery Gerasimov reste en poste malgré les critiques, même parmi les partisans de la guerre. Verchinin n'a pas non plus ignoré le domaine des technologies militaires. Il a souligné qu'en Ukraine, les spécialistes des drones et des communications bénéficient du soutien de l'État et influencent le développement de l'armée, alors qu'en Russie, beaucoup de ces personnes ont été écartées ou sont mortes. En fait, le blogueur russe pro-guerre a admis ce dont les experts militaires parlent de plus en plus souvent ces derniers temps. L'Ukraine mise sur des commandants ayant une réelle expérience du combat et sur l'innovation, tandis que le système russe est de plus en plus critiqué, même par ses propres partisans. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en Russie, on parle de plus en plus d'un problème qu'il est désormais difficile de dissimuler, le manque de personnes prêtes à aller combattre contre l'Ukraine. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Magyar Brovdi, a déclaré « Chaque groupe d'occupants éliminé sur le front a une autre conséquence stratégique pour l'armée russe ». Selon lui, plus il y a de militaires russes qui meurent en Ukraine, moins il y a de volontaires pour partir à la guerre pour de l'argent. Je suis profondément convaincu qu'en plus des 110 000 Verts que nous avons éliminés au cours de l'année dernière, un nombre tout aussi important de Verts, en observant nos activités, ont changé d'avis et ont renoncé à aller à la guerre pour de l'argent. Et il n'y a pas d'autre raison. Il a souligné qu'une grande partie des Russes ne comprennent même pas pourquoi ils sont envoyés combattre en Ukraine.
La plupart des Russes ne savent pas où se trouve Sloviansk, ni pourquoi ils en auraient le besoin. Selon Brovdi, le Kremlin continue d'imposer à la société l'idée de la conquête des territoires ukrainiens. Cependant, pour de nombreux Russes, cette guerre ressemble de moins en moins à une cause pour laquelle se battre et de plus en plus à un risque de perdre la vie. Et tandis qu'en Russie, on tente de trouver une réponse aux nouvelles décisions militaires ukrainiennes, à Kiev, on continue de restructurer le système de commandement de l'armée. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhailo Drapati, a fait son premier rapport lors d'une réunion du quartier général du commandant en chef suprême concernant la situation sur le front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que, lors de la réunion, une attention particulière a été accordée aux zones les plus critiques, Sloviansk, Kostiantynivka et Zaporizhzhia. La situation sur le front est difficile et nous chercherons des moyens d'accroître tous les programmes de soutien aux unités ukrainiennes. Selon le président, le nouveau commandement analyse la situation sur le front et détermine où il était nécessaire de renforcer les unités ukrainiennes. Lors de la réunion du haut commandement, la mise en œuvre du plan de sanctions à longue portée contre la Russie a été discutée séparément. Zelensky a noté que cette direction fonctionne de manière systématique. L'exécution est suffisamment rythmée, les objectifs sont atteints. Ainsi, dans le contexte d'hostilité active, l'Ukraine renforce simultanément sa défense sur le front et ses outils de pression sur la Russie, bien au-delà de la ligne de front. Le Kremlin est acculé. Les frappes en profondeur, deep strike des forces armées ukrainiennes changent la donne. Alors que les explosions à l'arrière des lignes russes étranglent l'économie de l'ennemi, Washington fait une déclaration retentissante. Moscou sera forcé de s'asseoir à la table des négociations. Comment exactement les frappes de représailles ukrainiennes détruisent-elles la machine militaire de la Fédération de Russie et pourquoi cette stratégie devient-elle décisive dans la guerre? Tous les détails explosifs, tout de suite dans ce reportage. Le Kremlin est confronté à ce qu'il redoutait le plus et cela marquera sa fin. La guerre, que l'on a tenté pendant des années de tenir à l'écart des villes russes, revient à la maison dans une horreur de feu. Et si auparavant Moscou menaçait tout le monde autour, elle est désormais de plus en plus contrainte d'expliquer à ses propres citoyens pourquoi des explosions retentissent à des centaines, voire des milliers de kilomètres du front. C'est ce que l'on crie aussi aux États-Unis. Marco Rubio est convaincu que c'est précisément cette nouvelle réalité sur le champ de bataille qui brisera définitivement le scénario du Kremlin. À Washington, on ne cache plus que plus les drones ukrainiens à longue portée pénètrent profondément dans les arrières russes, plus le moment où Poutine devra renoncer à ses ultimatums se rapproche. Le Kremlin perd son atout principal, le sentiment d'impunité. C'est précisément cette nouvelle dynamique qui, selon Rubio, pourrait forcer Moscou à s'asseoir à la table des négociations. Et tandis que le Kremlin continue d'assurer que tout est sous contrôle, les plus grands nœuds logistiques du pays tombent en panne les uns après les autres. Et cette fois, ce n'est pas une installation militaire qui a été touchée, mais le système qui assure le quotidien de millions de Russes. De bons drones retardent les colis. Dans la région de Vladimir, l'un des plus grands complexes logistiques de Wildberries, d'une superficie de près de 172 000 m², a été touché. C'est précisément par ce hub que transitait un flux énorme de marchandises vers Moscou, les régions centrales, le nord-ouest et d'autres zones de la partie européenne de la Russie. Lorsque de tels nœuds s'arrêtent, les problèmes ne concernent pas seulement la livraison. C'est tout le système logistique qui commence à dysfonctionner. Le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Brody, a noté avec ironie qu'après la frappe, l'un des hubs clés de Wildberries, qui était en fait un pont logistique entre la partie européenne de la Russie et l'Oural ainsi que la Sibérie, avait quitté le chat. Selon lui, il s'agit déjà de la 10e frappe efficace contre les entrepôts de la place de marché, et la série de telles attaques est encore loin d'être terminée. Et ce n'est pas tout. Après l'attaque ukrainienne à Belgorod, un incendie s'est déclaré à l'Université technologique d'État de Belgorod. C'est précisément cette université qui a ouvertement annoncé le développement de systèmes de contrôle pour quadricoptères et qui a également lancé un recrutement d'écoliers pour des programmes d'été sur la création de drones. La Russie a tenté pendant des années de transformer tout le pays en une immense chaîne de montage pour la guerre. Des usines et des universités jusqu'au club pour enfants. Mais désormais, cette même infrastructure se retrouve de plus en plus souvent dans la zone de risque. Et plus la guerre s'enfonce dans l'arrière-pays russe, plus il est difficile pour le Kremlin de convaincre la population que les combats se déroulent quelque part très loin.
Qui plus est, le bouclier impénétrable dont les occupants étaient si fiers commence à se fissurer de toutes parts. Alors que le Kremlin continue de vanter l'un des systèmes de défense anti-aérienne les plus puissants au monde, les frappes ukrainiennes révèlent de plus en plus souvent une réalité tout autre. Des failles dangereuses apparaissent dans la défense russe. Selon l'analyse de l'expert OSINT français Clément Molin, les récentes frappes contre les radars et les systèmes de défense anti-aérienne dans le sud de la Russie ne sont pas le fruit du hasard. Leur objectif principal est d'ouvrir des corridors pour les drones ukrainiens à longue portée, qui pourront ainsi atteindre des cibles stratégiques économiques et militaires, notamment les raffineries de pétrole et d'autres infrastructures critiques du kraï de Krasnodar. En fait, l'Ukraine ne se contente pas de détruire des systèmes de défense anti-aérienne isolés, elle découpe progressivement des pans entiers du dôme de protection russe. Et lorsque des trous apparaissent dans ce dôme, ce ne sont pas seulement les dépôts ou les aérodromes qui sont menacés, mais aussi les entreprises qui alimentent le budget russe et financent la guerre. C'est précisément pour cette raison que les frappes à longue portée ressemblent de plus en plus non pas à des raids isolés, mais à une campagne systématique. D'abord les radars et les systèmes de défense anti-aérienne, puis la logistique, les infrastructures pétrolières et les installations militaires. Pour le Kremlin, cela signifie une chose, l'arrière sûr disparaît rapidement et avec lui s'effondre le principal avantage de la Russie, à savoir la possibilité de mener une guerre sans en ressentir les conséquences sur son propre territoire. Alors, pendant que la propagande russe parle de stabilité, les frappes ukrainiennes à longue portée portent des coups de plus en plus douloureux à l'économie du pays agresseur. Car la guerre moderne ne se limite pas au front, c'est aussi des itinéraires détruits, des livraisons interrompues, des pertes se chiffrant en millions et la destruction progressive d'un système qui, pendant des années, a assuré au Kremlin l'illusion d'un arrière paisible. Et il semble que cet arrière devienne désormais l'un des points les plus vulnérables de l'ennemi. Il est nécessaire de ramener la guerre là d'où elle est venue. Le commandant du 429e régiment séparé de systèmes sans pilote Achille, Yuri Fedorenko, souligne que les frappes à longue portée ne sont pas une tactique destinée à faire les gros titres. C'est une stratégie qui prive systématiquement la Russie de la capacité de poursuivre la guerre. Plus la logistique, le raffinage pétrolier et l'industrie militaire russe brûlent, moins il y a de missiles, de drones et de bombes qui atteignent les villes ukrainiennes. Et il semble que ce processus ne puisse plus être arrêté. Ce qui semblait impossible il y a peu de temps encore devient aujourd'hui la nouvelle norme. La Russie est de plus en plus contrainte de se battre non seulement sur le front ukrainien mais aussi pour la stabilité de son propre arrière. Et si cette tendance se maintient, ce sont précisément les frappes ukrainiennes à longue portée qui pourraient devenir le facteur décisif, non seulement pour saper la machine de guerre du Kremlin, mais aussi pour contraindre Poutine à abandonner le langage des ultimatums et à s'asseoir à la table des négociations, non plus selon ses propres conditions, mais selon celles de la réalité. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cliquez sur j'aime sous la vidéo et restez informé de l'essentiel. La suite arrive. À bientôt!